Et on va écouter tout de suite le président de la République. Ça va ? Très bien, donc nous venons à l'instant de tenir un Conseil européen exceptionnel par visioconférence qui s'est réuni donc à notre demande et qui a aussi associé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Bonjour, alors on va décrypter un peu ici l'intervention de Macron que je trouve assez intéressante. Très intéressant, donc là il arrive déjà, il a l'air un peu stressé, hein. Salut, ça va, il nous dit, voilà, il nous précise qu'ils ont convoqué un Conseil européen exceptionnel, et il précise quand même qu'il y a Madame von der Leyen et Madame Lagarde, donc la chef de la Banque centrale et la présidente de la Commission européenne, donc là il nous dit bien que c'est eux quand même qui décident. Ce Conseil a permis d'acter plusieurs décisions importantes quant à la crise que nous sommes en train de vivre et qui aujourd'hui touche tous les pays européens. Alors là, je voudrais bien faire un arrêt quand même. Donc voilà, il a acté quelque chose. Donc on sait que le coronavirus quand même, ça fait presque plus d'un mois que ça a commencé, hein, et donc il aura fallu quand même un mois pour se mettre en action. Hein. L'Europe est vraiment très réactive, hein, on le voit bien. Donc voilà, ils ont réussi enfin à faire une visioconférence, en visioconférence, donc c'est moderne. Et ils ont acté des trucs. Alors on va écouter ce qu'ils ont acté de si formidable. Celle donc de l'épidémie de Covid-19. D'abord sur le plan sanitaire. Nous avons acté d'une coopération à plusieurs égards. Il y aura tous les jours une coordination et un appel entre tous les ministres de la Santé et la Commission pour justement échanger sur l'évolution de l'épidémie, mais également coordonner les mesures prises en termes de confinement et en termes de liberté de circulation, d'organisation de nos systèmes scolaires, etc. etc. D'accord, donc ils vont s'appeler tous les jours. Moi, je croyais que c'était déjà fait quand même un peu. Soi-disant, on fait partie de l'Europe, donc je pensais qu'ils étaient en communication. Donc il aura fallu un mois pour se dire on va s'appeler tous les jours. Bon, pourquoi pas. Ils vont prendre des mesures exceptionnelles de confinement. Bon, oui, ça a déjà commencé. Moi, par exemple, j'habite dans l'Oise, mes enfants ils vont plus à l'école, les clubs de sport ils sont fermés. Donc ça a déjà commencé, je vois pas trop le rapport avec l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer en Pologne, quel est le rapport avec ce qui se passe dans l'Oise, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, ils sont en communication, hein, on nous dit, donc c'est très bien. Continuons. Nous avons aussi acté d'une organisation commune et d'une coordination beaucoup plus forte en matière d'équipement. Il y a deux enjeux sur le plan européen, l'enjeu des masques, les masques chirurgicaux et à haute protection, dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette épidémie, et l'enjeu des respirateurs artificiels, et donc des équipements indispensables dans les services d'urgence. Et l'Italie a eu à cet égard beaucoup de difficultés ces derniers jours. Bah voilà, c'est bien, donc encore une fois, super l'Europe, hein. Franchement bravo, j'applaudis. Donc il nous dit bien que l'Italie a eu des problèmes, donc il faut qu'il y ait un pays qui soit dans la merde pour que les autres se réveillent, super. Et puis bon bah voilà, ils vont gérer quoi ? Le stock de masques, donc ils vont s'appeler, toi t'en as combien, moi j'en ai combien. Ils auraient pas pu prévoir ça depuis 2 mois. Ils sont hyper réactifs, hein, franchement, on se sent protégé avec l'Europe. Hein. Ouais, franchement les mecs, bravo, je suis content de savoir ce que vous faites, hein. C'est cool. Allez, on va continuer. Nous avons donc acté là aussi d'une coordination pour mettre ensemble les besoins, pouvoir passer des marchés communs, prendre des décisions communes pour limiter les manques et réussir à apporter une réponse collective. Je faisais part du problème italien il y a un instant qui a eu à vivre justement pour plusieurs services d'urgence des très grandes difficultés. Voilà, il confirme, hein, des très grandes difficultés en Italie. Réussir à prendre une décision collective. Vous imaginez le niveau quand même, vous imaginez où on en est. Hein. Réussir à prendre une décision collective. Ça va pas l'air facile, hein. Ouh, hein, d'accord. Alors que c'est des situations quand même urgentes, quoi. C'est de la santé publique. Franchement, moi quand je vois ça, j'ai plus peur qu'autre chose. Hein. Personnellement, c'est mon avis. Après, peut-être que on peut penser différemment, mais là, ça me rassure pas beaucoup. Allez, on continue. Nous avons aussi acté de la mise en place autour de la Commission européenne d'un conseil scientifique, car nous avons tous ensemble aussi insisté sur l'importance que les décisions qui sont prises et qui sont à prendre dans cette crise doivent avant tout être basées sur des données scientifiques et le consensus des scientifiques en la matière. Waouh, bravo, super, c'est vrai que c'est ce qu'on voit depuis le début, hein, Macron, hein, t'as bien raison de dire ça.
Hein, Didier Raoult, notre plus grand expert français, numéro 1 dans tous les classements internationaux, une des sommités, qui disait qu'il fallait se calmer, qu'il fallait prendre qu'il y avait la chloroquine qu'on pouvait essayer. T'en as entendu parler, Macron? Que dalle. Les chaînes d'infos, ils l'ont un peu esquivé, ils se sont un peu moqués de lui, voilà. Est-ce que tu nous parles de l'interférone alphabet utilisé en Chine pour essayer de prévenir et contenir la maladie, et en plus que ça marche, ça a été inventé ça a été trouvé par les Cubains. On entend parler dans tes médias européens, tes médias européistes? Non, hein, on voit surtout des gens qui essaient de faire peur au maximum, des journalistes incompétents, voilà, c'est ça. Et toi là, tu nous dis que tu vas mettre la science au milieu, bah il serait bien temps mon grand, hein, il serait bien temps de te bouger. Hein. Bon, allez, on continue. Deuxième grand volet de décision ce soir, c'est en matière de recherche. Nous avons d'ores et déjà déboursé au niveau européen un peu plus de 100 millions d'euros sur des programmes de recherche exceptionnels pour accompagner, accélérer des programmes déjà en cours. En matière de diagnostic, de traitement et de vaccins, nous souhaitons là aussi que le travail européen s'intensifie. Et donc, au-delà des décisions d'ores et déjà actées avec la Commission européenne, nous porterons ensemble de nouveaux projets de recherche et nous attacherons aussi à défendre, accompagner nos entreprises comme nos laboratoires publics qui sont impliqués dans les recherches liées au virus, en accélérant les délais en particulier et en accompagnant sur le plan budgétaire aussi. Bon alors déjà les chercheurs, ça fait bien longtemps qu'ils travaillent en coopération tous et internationalement, hein, parce que voilà, ils sont pas comme toi, ils travaillent pas pour des banques, ils travaillent pour les vrais chercheurs, je parle, hein, pas ceux qui travaillent dans Big Pharma. Hein. Je parle comme monsieur Didier Raoult, que je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est vraiment un grand homme ce monsieur, vraiment, c'est quelqu'un de génial personnellement je trouve. Donc ils vont mettre des crédits, bah c'est bien, mais bon, j'espère que ça va pas être non plus comme j'ai vu, hein, parce que vous pouvez aller voir. Et je sais que l'Europe, par exemple, finance des sociétés israéliennes donc, qui font de la recherche. Je savais pas qu'Israël était en Europe. Voilà, il doit y avoir plein d'exemples comme ça. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi on dilapide l'argent dans des pays extra-européens. J'aimerais bien qu'ils nous fassent des explications là-dessus. Et en plus, voilà. Bon, continuons. Enfin, nous avons évoqué les conséquences économiques et financières de l'épidémie. Nous avons déjà vu, durant ces derniers jours, les réactions sur les marchés européens, plus largement sur les marchés mondiaux, qui dénotent fébrilité, instabilité, inquiétude. Nous avons aujourd'hui à faire face tout à la fois aux conséquences liées au Covid-19 et dans le même temps aux déstabilisations des marchés mondiaux, liées en particulier aux tensions sur le pétrole et aux décisions récemment prises qui ont fait chuter fortement les prix du pétrole. Tout cela crée beaucoup de... Alors là, bravo, merci Monsieur Macron. Là, on voit bien qu'ils essaient d'assimiler cette histoire de virus, coronavirus, avec l'effondrement de la bourse, sachant, moi je vous conseille tous d'aller voir la vidéo d'Idriss Aberkane, face à la crise, qui explique très bien que c'est un écran de fumée. Hein. Bien sûr, ils essaient de faire passer la chute des bourses et la chute de l'économie à cause du coronavirus, alors que c'est bien entendu à cause des non-décisions qui ont été prises après la crise de 2008, où on a renfloué les banques avec l'argent des contribuables, qu'on n'a rien réglé du tout, à part, bien sûr, comme le dit très bien Idriss Aberkane, en Islande, hein, où on a mis les banques en faillite, les banquiers qu'il fallait en prison, et qu'on a assaini le truc. On ne l'a pas fait du tout dans le reste du monde. Donc on est dans une merde complète, et ce virus, hein, alors moi je ne vais pas rentrer dans des trucs complotistes, hein, enfin, entre guillemets, mais ce virus tombe bien pour justifier cette crise économique, et Macron nous en remet bien une couche en tant que bon oligarque du système qu'il est, avec sa tronche de je sais pas quoi. Voilà, alors écoutons sa diatribe. Volatilité et des risques importants. Face à ceci, il y a évidemment d'abord des réponses nationales que nous prendrons pour évidemment accompagner nos services de santé afin qu'ils puissent répondre à cette crise, mais aussi pour accompagner tous les secteurs qui sont touchés sur le plan économique, en particulier les petites et moyennes entreprises. Chaque État membre prendra les décisions qu'il lui revient de prendre en la matière, avec un cadre de flexibilité budgétaire et réglementaire indispensable.
Voilà, donc au final, il va revenir aux nations, hein. C'est fini l'Europe, là. Bon, alors, une fois qu'on a passé les masques, face à la réalité, bon, bah là, il va falloir un peu de flexibilité, hein. Donc là, d'un seul coup, l'Europe, on sait plus trop. C'est un peu une situation assez schizophrénique, hein. Surtout si vous regardez bien la vidéo de Idriss Aberkan qui explique très bien. Le problème, c'est qu'on est dans l'euro. Donc sa flexibilité va être un peu complexe dans le cadre de l'euro, qui est une monnaie commune, comme il faut le rappeler. Donc ça va être compliqué tout ça, hein, face à une crise financière quand même. Mais bon, hein, il a l'air très fort, c'est vrai que c'est un ex-banquier, donc on peut lui faire confiance. Nous avons aussi acté que tous ensemble, nous sommes prêts à prendre les décisions nécessaires, les mesures indispensables pour faire face à cette épidémie, pour faire face aussi à toutes les conséquences auxquelles elle peut donner lieu et éviter toute forme d'instabilité financière et économique. Alors là, on est complètement dedans. Alors là, il dit complètement le coronavirus avec la crise économique. Franchement, on comprend plus trop où il en est, hein. Juste avant, il nous parlait du pétrole, maintenant c'est le coronavirus. On est dans un mélange des genres. Voilà, c'est pas très clair tout ça. Vous serez d'accord avec moi. On sent bien que même lui, dans sa façon de s'exprimer, il est un peu paumé, hein, le petit garçon là, hein, le petit garçon à sa maman. Hein. Mais elle est où sa maman d'ailleurs? Peut-être derrière, je sais pas. Allez, on continue. Nous prendrons donc toutes les mesures nécessaires en la matière. C'est ce que nous avons agréé ce soir. La Banque centrale européenne aura à s'exprimer jeudi quant à elle, et nous poursuivrons évidemment ces échanges de manière régulière. Voilà, donc il va faire des trucs super importants qu'il nous dit, hein. Mais c'est quand même la Banque centrale, donc c'est-à-dire la thune, le pognon, ceux qui gèrent la monnaie, qui vont s'exprimer jeudi. Donc lui, en fait, quelque part, il n'a pas trop grand-chose à dire, hein. Il se passera ce qui se passera, et puis il continuera son petit travail d'employé des services européens. Nous aurons un conseil physique le 26 mars prochain, et nous poursuivrons cette coordination très étroite tous ensemble. Est-ce qu'on peut espérer une relance budgétaire de la part de l'Europe? Est-ce qu'on peut espérer que l'Europe réagira plus rapidement qu'elle ne l'a fait lors de la crise de 2008? En tout cas, c'est notre volonté complète. Je pense que nous... Voilà, est-ce qu'il y aura une relance de l'Europe? En tout cas, c'est notre volonté complète qu'il répond. On s'en fout de ta volonté, t'es chef de l'État ou t'es chef de quoi en fait? En fait, tu sers à rien, quoi. En fait, c'est ta volonté, je m'en fous que c'est ta volonté, moi. Là, il y a un peu une crise financière. Si on fait rien, si on n'agit pas, bientôt on pourra plus retirer d'argent dans les distributeurs. Alors, si vous regardez bien la vidéo d'Idriss Aberkan à laquelle je souscris, hein, il explique très bien. Si on fait rien, c'est ce qui va arriver, c'est le monopole de la violence. C'est qu'on pourra plus retirer d'argent dans les banques. Et ça sera une crise vraiment, vraiment très très grave en plus de leur coronavirus. Voilà, donc il a la volonté en tout cas, hein. On peut se féliciter de ça, comme il a certainement eu la volonté d'avoir des masques, ou de s'occuper de l'hôpital public, hein, ou de s'occuper des gilets jaunes. La seule volonté que j'ai vue pour l'instant, c'est de shooter des gilets jaunes en plein œil, en perdant 25 yeux, 5 mains. Ah ça il a eu de la volonté, ça c'est vrai. Et puis d'ailleurs, où était l'Europe, hein, l'Europe des droits de l'homme? Elle a dit quelque chose, elle nous a protégés face à ça? Elle a fait quelque chose? Non, rien. Donc, excusez-moi, je suis pas trop en confiance. Je pense que nous devons avoir des réponses le plus tôt possible et le plus fort possible. C'est la voie que nous... Attendez, il vient de dire le plus tôt possible et le plus fort possible. C'est ce qu'il vient de nous dire, là. On le voit, là, avec le coronavirus, hein. Le plus tôt possible, le plus fort possible. On peut même plus trouver de gel alcoolique pour se laver les mains. Il a frappé fort, il a prévu fort, le mec, hein. Ouais, il est balèze. La voie que nous avons portée ce soir, c'est le consensus qui s'est dégagé ce soir. Il y a d'abord la réponse que nous devons porter sur le plan sanitaire, c'est la priorité absolue. Et celle-ci a un coût. Et ce coût et les contraintes budgétaires de tel ou tel État membre ne doivent pas empêcher de prendre les bonnes décisions en la matière. Ensuite, nous devons accompagner les secteurs économiques qui sont les plus touchés par cette crise. Évidemment, le secteur touristique, celui de l'aviation civile, le secteur du commerce et plusieurs autres qui sont impactés, d'une part par les conséquences qu'il y a d'abord eu sur l'Asie, d'autre part par les fermetures qui sont décidées et les conséquences de cette épidémie. Là aussi, nous avons déjà pris des premières mesures, nous continuerons d'en prendre
pour aider ces secteurs et aider ces petites et moyennes entreprises. Au niveau européen, nous avons acté aujourd'hui des flexibilités. D'abord en matière d'aide d'État, pour que sur les secteurs impactés, les États membres puissent prendre les dispositifs qui sont requis. Vous entendez bien. Donc le mec, là, ils ont fait une réunion avec les deux maîtresses. C'est des petits-enfants, ils vont voir la maîtresse. Maîtresse, on pourrait avoir un peu plus de flexibilité parce que là, c'est un peu la galère et on voudrait aider nos concitoyens. Vous voyez ce que c'est l'Europe quand même? C'est quand même dingue. Enfin, je sais pas, moi, c'est quand même complètement dingo, quoi. Surtout, en plus, quand vous voyez les CV des Lagarde, des Van der Leyen, complètement inféodés aux États-Unis, parlant parfaitement l'américain. Je me demande même s'ils sont pas moitié américains. C'est quand même relativement dingue. On le voit bien, là, il est là. On a été, vous voyez, ils ont fait une petite réunion là en conférence. Est-ce qu'on peut gratter un peu de thunes? On a le droit, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, on peut. Non mais vous vous rendez compte à quoi ça sert l'Europe? Ça nous protège de que dalle. Il faut aller faire la charité quand il y a un problème. Le temps qu'on perd, tout ce qu'on perd. Enfin, je trouve ça tellement ridicule. Bon, ouais, on continue. Ensuite, pour que toutes les clauses qui sont d'ailleurs prévues dans nos traités puissent être activées, afin que la contrainte budgétaire, pour celles et ceux pour qui elle existe, ne soit pas un rempart. Pourquoi? Parce que nous avons absolument besoin d'accompagner nos économies, d'accompagner en particulier les plus petits acteurs économiques pour éviter tout défaut et toute propagation de cette crise. Voilà, et là, donc il continue en parlant d'économie, mais bien sûr, il ne va jamais parler de l'euro. Donc il veut faire tout ça avec une monnaie commune, donc 27 économies différentes, d'accord? Je vois pas comment il va faire. À part nous parler dans le vent. Il essaie de faire croire qu'il y a une coopération européenne, voilà, pour les esprits simplets, qui ne voient pas plus loin que leur nez. Ça donne l'impression de... Voilà, c'est ça, quoi, ça sert à ça, son truc. Mais ça va tenir combien de temps? On va continuer combien de temps dans ce délire? Moi, je suis humaniste, il n'y a pas de problème, j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois vraiment aucun intérêt à cette construction européenne qui sert juste, voilà, on le voit dans le coronavirus, il n'y a aucune réactivité, tout le monde attend l'autre, du coup c'est la crise, ça sert à que dalle en fait votre truc, à que dalle, ça nous protège de rien du tout, quoi. Bon allez, continue. C'est une Europe unie et une Europe qui doit prendre en considération le fait que nous vivons aujourd'hui une crise exceptionnelle qui suppose des réponses exceptionnelles. Monsieur le Président, il y a deux pays, l'Autriche et la Slovénie, qui ont fermé leurs frontières avec l'Italie. Les autres n'en ont pas fait autant, ce n'est pas une réponse très coordonnée. Est-ce que vous en avez parlé? Il y a des réponses qui, en effet, relèvent du droit national. Nous avons aujourd'hui parlé de tout ce qui relève de la coordination. Moi, je considère que toutes les mesures de freinage sont utiles, toutes les mesures non coopératives au sein de l'Union européenne sont contre-productives. Voilà, là on voit encore, c'est génial. Alors on fait bien remarquer, alors, il y a des pays qui ont fermé leurs frontières et d'autres non, il faut faire quelque chose. Et là t'as Macron qui dit, ouais, bah il y en a qui se coopèrent, il y en a qui sont contre-productifs. Mais on est où là? On est des quoi? C'est quoi ce truc qui sert à rien, franchement? Ça me fait de la peine, hein, franchement, ça me fait de la peine. Tous les pays sont aujourd'hui touchés. Est-ce que... Si nous avions, il y a quelques semaines, décidé une fermeture des frontières, j'avais eu l'occasion de le dire, en me rendant à Naples, nous aurions apporté une réponse efficace? Non. Parce qu'on l'a bien vu, il suffit d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un voyageur, pour que, dans un bassin de vie, les choses se répandent. Donc il faut là aussi savoir raison garder. L'esprit qui est le nôtre depuis le début, la méthode qui est la nôtre, est simple. D'abord, écouter les scientifiques, les spécialistes. Bon, là je suis d'accord avec lui, même si dans les faits, ça n'a pas l'air d'avoir été trop le cas. Hein. Vous me pardonnerez, en tout cas de ce que j'ai vu médiatiquement et de ce dont il parle, on est moyen. Et ne céder à aucune forme de panique. Ensuite, tout faire pour freiner la diffusion de l'épidémie. Pourquoi? Parce que quand on freine, on s'organise mieux, on évite aussi qu'il y ait une trop grande pression trop rapidement sur les services hospitaliers et l'ensemble des services de santé, et on peut mieux s'organiser. C'est ce que vous nous... Là, on le sent quand même un peu stressé, hein, le Macron, parce que quand même, il faut rappeler une chose, ça fait 1 an que les services hospitaliers, les médecins sont à moitié en grève. Ça gueule de partout. On est quand même en pleine crise sociale. Je tiens à le rappeler quand même, hein, que Macron il est super bas dans les sondages.
Donc on l'a vu aller dans les hôpitaux, on l'a vu se faire alpaguer par plein de médecins et tout. Moi je vous dis pas la pression qu'ils ont eu, parce que nous on voit que les trucs face caméra, mais je vous dis pas la pression qu'il doit avoir le mec. Et on doit lui dire, si jamais ça explose, t'es mal mec. Et là il doit se sentir très 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 péteux le mec. Hein, parce que là ça devient vraiment quand même un peu n'importe quoi. Donc on le sent pas très rassuré le bonhomme hein, quand même. Que vous nous voyez faire depuis des semaines, et ce sur quoi le gouvernement travaille, c'est ce qui suppose ensuite de prendre des mesures de fermeture, de restriction de la vie sociale, et c'est là-dessus que nous voulons une meilleure coordination européenne. Et puis, nous souhaitons... Mais ça, il nous reparle toujours de sa coordination européenne, mais qu'est-ce qu'il veut faire en coordination européenne? À part fermer les frontières des pays, tu veux faire quoi exactement? À part ça et répartir des masques s'il y en a un qui en a plus ou d'autres. Tout est déjà fait, les chercheurs ils cherchent déjà ensemble. Donc c'est beaucoup de paroles dans le vent, hein, mec. Nous souhaitons à chaque fois que ce soit proportionné. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit utile et parce que nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et si nous prenons des mesures qui sont disproportionnées, ce sont des mesures avec lesquelles nous ne pourrons pas vivre dans le temps. Et c'est donc contre-productif. Je crois que ce sont... Là, faut pas se tromper, hein. Il n'est pas en train de parler des retraites, du 49.3, tout ça. Hein, dans les mesures disproportionnées qu'on paiera plus tard. Hein, il parle juste du virus. Hein. Ouais, c'était une petite blague au passage. Je crois que ce sont très sincèrement de mauvaises décisions. La coordination européenne est beaucoup plus efficace. Les mesures de confinement sur les régions qui sont touchées sont plus efficaces. Les mesures de responsabilisation des personnes malades à qui on demande de rester à la maison, de prendre des mesures barrières, sont beaucoup plus efficaces. Alors là, ça reste à voir. Moi, je vous dis, je suis dans une zone justement où il y a des restrictions. Bon, ça change pas grand-chose, hein, à part que les enfants ils vont plus à l'école, ils vont plus au sport. Ça se balade un peu moins, mais bon, tout le monde s'en fout quand même, hein, globalement. Et puis bon, je les comprends, hein, parce que bon, d'après les scientifiques, c'est pas non plus la fin du monde. Hein, enfin, les vrais scientifiques, hein, pas ceux de BFM TV. Est-ce que la Chine et l'Italie ont pris des mesures massives et coercitives? Est-ce que la France pourrait, dans le futur, prendre des mesures de cette manière-là ou est-ce que... Écoutez, nous prenons les mesures adaptées au moment où elles sont décidées. Des mesures adaptées au moment où elles sont décidées. Donc, on est en rupture de masque, on est en rupture de trucs alcooliques, mais le mec, il prend des mesures adaptées apparemment. Bon. Parce que c'est tout ce qu'il peut faire en fait, hein, face à ça. Et même ça, il n'arrive pas à le faire. Donc bon, on va dire que c'est bien. Et donc, à chaque étape de cette épidémie, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé ont d'abord communiqué de manière très transparente la situation et les décisions qui en découlaient. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature. Si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire pour telle ou telle raison, nous l'expliquerions et peut-être les prendrions-nous. Mais aujourd'hui, nous avons pris, dans les zones qui sont les plus infectées, où l'épidémie a beaucoup progressé, certaines mesures de contrainte. Nous avons décidé dans certains départements de fermer les écoles. Nous avons décidé dans certains départements d'interdire tout rassemblement public qui, justement, pouvait l'être. Dans le reste du territoire, nous avons eu des mesures plus proportionnées, plus réduites. Pourquoi? Parce que l'épidémie n'est pas au même niveau, parce que ça ne nous semblait pas nécessaire. Et donc tout dépend de la nature et de l'évolution de l'épidémie. Donc nous devons nous adapter et accepter aussi que cette doctrine s'adapte. Aujourd'hui, pour la France, ça n'est pas nécessaire d'aller plus loin que ce que nous sommes en train de décider. Vous avez vu sa capacité d'adaptabilité, hein, il s'adapte beaucoup mieux, hein, que, par exemple, face aux gens qui contestent les retraites, par exemple, hein, où là, il te fait un 49.3 en plein coronavirus, un samedi soir à 18h. Hein. C'est quand même une sacrée capacité d'adaptabilité aussi, ça. Il faut s'adapter. Tiens, là, c'est le bon moment, gars, vas-y, fonce. On envoie le 49.3, les 18h, les gens... ils se préparent pour le match de foot, il y a un coronavirus 24h sur 24 sur BFM TV, c'est le moment. Envoie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'adaptabilité, selon Macron. Ayons confiance. Voilà ce qui a été acté aujourd'hui. C'était, je crois, un Conseil européen qui était
important. Il sera suivi sans doute d'autres rendez-vous. C'était important, mais bon, il s'est pas dit grand-chose. Hein. En fait, c'est jeudi apparemment que Lagarde, la chef de la BCE, va parler. Ce sera peut-être plus important que cette petite téléconférence pour voir la maîtresse, bébé Macron. Un dernier point, parce que ça a donné lieu aussi à beaucoup de commentaires, je l'ai vu ces derniers jours à juste titre. Vous avez peut-être vu que dans plusieurs aéroports européens, il y avait des compagnies qui faisaient tourner les avions quasiment à vide. Ce qui est évidemment une hérésie économique, mais plus encore une hérésie écologique et environnementale. Ces avions tournaient pour ne pas perdre la disponibilité des slots aériens qui leur étaient donnés. Nous avons aujourd'hui aussi acté, la Commission européenne prendra les décisions qui conviennent pour dire que ces slots aériens seront préservés, justement pour les compagnies, permettant à celles-ci de ne pas tourner à vide lorsque, justement, il n'y a pas suffisamment de passagers. Waouh! Bah non, bah vous voyez, j'étais mauvaise langue. Il y a eu une chose de faite. Un truc qui aurait même pas dû faire... qui aurait même pas dû être une annonce présidentielle, quoi. Je veux dire, des avions qui tournent à vide, ok. Je sais pas, ça tombe sur le bon sens. T'imagines le temps qu'il faut à cette organisation européenne pour mettre en place cette mesure? Non mais vous vous rendez compte le temps qu'il leur faut pour un truc aussi débile, aussi logique? Enfin voilà, quoi, je sais pas. Et attendez, c'est pas fini, regardez ce qu'il va dire. Je pense que c'est une réponse de bon sens très importante et je remercie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de l'avoir prise ce soir parce qu'elle répond là aussi à ce que nous sommes en train de vivre et elle montre que dans ces crises que nous sommes en train de vivre, il faut continuer d'avoir cette préoccupation et ce combat écologique. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est tellement ridicule. Oh là 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 là. Que dire? Même la présidente, elle n'y avait pas pensé. Le mec, il se félicite. Oh, madame la maîtresse, elle a bien accepté de vouloir recevoir notre requête. Parce que là, on va grave sauver la planète avec les quelques avions qu'on va éviter de tourner. Là, il va sauver la planète, le mec. Là, c'est vraiment un truc écologique. Non, mais vous imaginez le degré de rien de ce qu'il annonce? Je sais même pas quoi dire. Allez, on va le finir, je sais plus ce qu'il dit à la fin. Je crois que c'est ridicule. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une vraie crise mondiale. Elle implique une coordination européenne et internationale. Mais nous aurons d'autres crises mondiales à vivre. Et donc nous ne devons pas oublier l'ensemble de nos priorités, notre grand agenda aussi, et l'agenda écologique en fait partie. C'est la toute première fois qu'il y a une visite. Waouh, vous avez vu ça? Ça c'est beau. Hein. Et des crises, on en aura tout le temps. Voilà, nous on est là, on est chaud. Et on veut sauver la planète. Bah franchement, avec des mecs comme vous, c'est pas gagné. Hein, là, moi je pense qu'on est plutôt dans une sacrée merde. Hein, et je vous rappelle le problème de l'euro dans cette crise financière. On est loin, c'est loin d'être fini. C'est que le début d'une descente aux enfers, si on se met pas tous à réagir collectivement et à réfléchir un peu et à arrêter de croire toutes les conneries qu'on nous raconte. C'est exact. Au point de vue écologique, est-ce que ce n'est pas l'avenir? Alors, ça ne peut pas remplacer toutes les réunions, parce que le contact humain, parce que les échanges dans la durée, les échanges y compris hors de la réunion physique sont importants, mais je pense que c'est quelque chose qui permet de la réactivité, de la simplicité, dans le contexte qui est le nôtre. C'est à la fois, en effet, pertinent sur le plan sanitaire comme sur le plan environnemental. Merci à vous. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, bon courage. T'as vu comment il dit ça? Vraiment, c'est le mec qu'on a rien à foutre, quoi. T'as vu? Bonne soirée, bon courage. Voilà, et puis c'est super, les visioconférences, c'est écologique. Donc voilà. Mais on ne peut pas remplacer les réunions, parce qu'il y a le rapport humain, et puis les rapports aussi en off. Voilà, les contacts humains en off, ça a l'air important. Je sais pas trop ce qu'ils font en off, peut-être des soirées avec Polanski, à regarder des films, enfin voilà, je sais pas, on peut tout imaginer avec ce genre de personnes qui ont l'air vraiment très préoccupés par le peuple, par notre situation. On se sent en sécurité. J'espère que vous avez le même ressenti que moi. Et je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir. Mais il y a aussi la fraternité, la solidarité, d'autres modes, et qui sont peut-être ceux du moment.
par rapport à la crise de civilisation dans laquelle nous sommes. D'abord, si je n'étais que cela, je n'aurais pas fait ce parcours. Mais ce n'était pas une critique non, personnelle. mais je dis vous c'est important entendez parce bien. que si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Ben non, mais c'est vrai. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du coloré. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau nom. C'est le requiem pour un jeune con. Je fais la reprise spécialement pour toi, à ta mémoire de CDA. C'est un joli thème, tu ne trouves pas semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur, CDA. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un jeune con. Regarde, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise, non. Je te lâche.